Ibrahim Traoré confronte un général américain en direct. Et Washington est sous le choc. Le soleil se couchait sur Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, où se tenait le sommet extraordinaire sur les relations Afrique-États-Unis. Les drapeaux des nations africaines flottaient fièrement à côté du drapeau américain, symbole d'une égalité qui, pour beaucoup, n'existait que sur le papier. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, arriva avec une petite délégation. À 37 ans, il était l'un des plus jeunes chefs d'État présents, mais son regard déterminé trahissait une maturité forgée par les épreuves. « Monsieur le Président, le général Langlais est déjà à l'intérieur », murmura son conseiller diplomatique, Ousmane Diallo. Il a insisté pour que vous participiez à la session sur la sécurité régionale. Traoré hocha la tête sans répondre. Le général Michael Langlais, commandant de l'Africom, représentait tout ce qu'il contestait. L'ingérence militaire américaine en Afrique sous couvert d'aide à la lutte contre le terrorisme. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, Traoré avait cherché à diversifier les partenariats de son pays, réduisant l'influence occidentale au profit d'alliances avec la Russie et la Chine. À l'entrée du bâtiment de la Commission de l'Union africaine, les caméras capturèrent l'arrivée de Traoré. Son uniforme militaire simple contrastait avec les costumes des autres dignitaires. Il s'arrêta un instant, contemplant l'édifice moderne qui abritait les espoirs d'une Afrique unie et forte. L'intérieur bourdonnait d'activités diplomatiques. Délégations, journalistes et équipes de sécurité se croisaient dans un ballet minutieusement orchestré. Traoré repéra immédiatement le général Langlais, imposant dans son uniforme orné de médailles, entouré d'officiers américains et de représentants du département d'État. Leurs regards se croisèrent, et un silence momentané s'installa entre eux avant que chacun ne reprenne ses conversations. « Ibrahim Traoré », annonça le maître de cérémonie, président du Faso. Traoré s'avança et prit place à la table principale. À quelques sièges de lui, le général Langlais l'observait avec une attention calculée. La tension était palpable, amplifiée par le murmure des conversations environnantes. La session commença par les discours habituels sur la coopération, la lutte contre le terrorisme et l'aide au développement. Traoré écoutait, impassible, tandis que les diplomates américains vantaient leur engagement envers l'Afrique. « Notre présence militaire, » déclara le général Langlais lorsque vint son tour, a permis de stabiliser des régions entières du continent. Sans notre appui logistique et notre expertise, plusieurs États seraient aujourd'hui aux mains de groupes terroristes. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Traoré, révélant son scepticisme. Les journalistes présents, sentant la tension monter, dirigèrent leurs caméras vers lui. « Nous comprenons que certains leaders préfèrent explorer d'autres voies, » poursuivit Langlais, fixant directement Traoré. « Mais l'histoire a prouvé que sans notre soutien, ces alternatives mènent souvent à davantage d'instabilité. » La provocation était à peine voilée. Plusieurs délégués africains échangèrent des regards nerveux. Le représentant du Mali, autre pays ayant réduit sa coopération avec les puissances occidentales, se pencha légèrement en avant, anticipant la réaction de Traoré. Diallo, assis derrière son président, se rapprocha pour lui chuchoter « Monsieur, peut-être devrions-nous réserver nos commentaires pour la session fermée. Les médias n'attendent qu'une confrontation. » Mais Traoré avait déjà pris sa décision. Il avait écouté suffisamment de discours condescendants. D'un geste presque imperceptible, il fit signe à Diallo de se rasseoir. Les lumières des caméras s'intensifièrent lorsque Traoré se leva lentement de son siège. Le silence s'installa progressivement dans la salle, tandis qu'il s'approchait du micro, son uniforme sobre contrastant avec le décor luxueux du sommet. « Je crois, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. » Le général Langlais se redressa, surpris par l'initiative de Traoré qui n'était pas prévue au programme. Les interprètes se préparèrent rapidement, tandis que les délégués africains échangèrent des regards à la fois inquiets et curieux. Cette rupture du protocole marquait le début d'une confrontation qui allait bientôt captiver le monde entier. « Je demande la parole », annonça Traoré, sa voix résonnant clairement dans les microphones. Le président de séance, surpris par cette intervention inattendue, hésita un instant avant d'acquiescer. « La parole est au président du Burkina Faso. » Un silence épais enveloppa l'assemblée tandis que Traoré marchait vers le pupitre central. Les caméras suivaient chacun de ses mouvements, transmettant en direct cette rupture du protocole diplomatique habituel. Le général Langlais, visiblement tendu, observait le jeune président africain avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Distingué invité »,
Chers collègues africains, commença Traoré, sa voix posée contrastant avec l'intensité de son regard. J'écoute depuis des heures des discours sur l'aide, la coopération et la sécurité. Mais permettez-moi d'apporter une perspective que beaucoup d'entre nous, Africains, partagent mais osent rarement exprimer dans ces enceintes. Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard avant de poursuivre. Depuis des décennies, nos nations subissent une forme d'ingérence qui, sous couvert d'assistance, perpétue notre dépendance. Combien de bases militaires étrangères sont installées sur notre continent? Combien d'accords de défense signés dans des conditions opaques? Combien de ressources naturelles exploitées en échange de cette prétendue protection? Le général Langlais esquissa un sourire condescendant, secouant légèrement la tête comme pour discréditer les propos du jeune leader. Ce geste n'échappa pas à Traoré, qui pivota légèrement pour s'adresser directement à lui. « Général, dit-il en le fixant intensément, je vois votre sourire, mais aujourd'hui, l'Afrique ne se courbe plus devant ce type d'attitude. Les temps ont changé, hein ?» Murmure parcourut l'assemblée. Les journalistes redoublèrent d'attention, comprenant qu'ils assistaient à un moment historique. Le général Langlais se redressa et demanda la parole, que le président de séance lui accorda avec une certaine réticence, sentant que la situation pourrait rapidement échapper à son contrôle. « Monsieur Traoré, commença Langlais, utilisant délibérément son nom sans son titre présidentiel, vos accusations ignorent la réalité des menaces terroristes qui pèsent sur votre région. Sans notre surveillance satellite, notre renseignement et notre formation militaire, combien de vos villages seraient tombés aux mains des djihadistes? La stabilité que nous apportons permet à vos économies de se développer. » Traoré ne sia pas, attendant patiemment que le général termine son intervention. Quand ce fut à nouveau son tour, sa réponse fut immédiate et précise. « Permettez-moi de clarifier quelques points, général. Premièrement, la présence de vos bases n'a pas empêché l'expansion des groupes armés dans le Sahel. Au contraire, ils se sont multipliés pendant votre présence. Deuxièmement, nous avons prouvé notre capacité à former nos propres soldats et à développer nos propres stratégies adaptées à notre terrain et à nos réalités. » Traoré sortit alors de sa poche une petite feuille de papier pliée. « J'ai ici les chiffres exacts des attaques terroristes avant et après que nous ayons décidé de diversifier nos partenariats. Ils parlent d'eux-mêmes. Notre souveraineté n'est pas négociable, et l'histoire nous a appris que nul ne protège mieux un foyer que celui qui l'habite. » Puis, dans un moment qui allait définir toute la conférence, Traoré prononça les mots qui feraient le tour du monde. « Nous n'avons pas besoin de votre protection, général. Nous avons besoin que vous nous laissiez en paix. L'Afrique n'est pas un théâtre d'opération pour vos jeux géopolitiques. Nous sommes des nations souveraines avec notre propre vision pour notre avenir. » La salle semblait figée dans le temps. Plusieurs délégués africains, surpris par l'audace de Traoré, échangèrent des regards, certains hochant discrètement la tête en signe d'approbation. Les représentants occidentaux, quant à eux, paraissaient être mal à l'aise, se consultant à voix basse. Le général Langlais tenta de reprendre la parole, mais le brouhaha grandissant dans la salle l'en empêcha. Les journalistes africains se pressaient vers les sorties, téléphones à la main, conscients qu'ils venaient d'assister à un moment pivot dans les relations internationales. Sur les écrans des téléphones et des ordinateurs portables, les premières notifications commençaient déjà à apparaître. Confrontation directe entre Traoré et le commandant américain de l'Africom. Les réseaux sociaux s'enflammaient alors que des extraits de l'échange étaient partagés en temps réel. À Washington, les premiers analystes commençaient à être réveillés par des appels urgents. Quelque chose venait de changer dans l'équilibre fragile des relations entre les États-Unis et l'Afrique, et personne ne pouvait encore en mesurer toutes les conséquences. En moins de 2 heures, la vidéo de la confrontation entre Ibrahim Traoré et le général Langlais avait fait le tour du monde. Sur Twitter, TikTok et Facebook, des extraits du discours du président burkinabé circulaient avec des hashtags comme Africa Rising, Traoré vs USA et Biassi Africa se libère. Dans les rues de Ouagadougou, des écrans géants improvisés diffusèrent l'échange, provoquant des acclamations spontanées. À Dakar, un jeune activiste sénégalais nommé Guy Marius Sagna organisa rapidement un rassemblement de soutien, brandissant une pancarte « Traoré a parlé pour tous les Africains ». Des scènes similaires se répétèrent à Bamako, Niamey et Conakry, où la jeunesse célébrait ce qu'elle percevait comme un acte de courage face à l'hégémonie occidentale. Les grands médias internationaux adoptèrent des angles radicalement différents. CNN titrait « Le leader du coup d'État burkinabé défie l'autorité américaine »,
tandis que France 24 optait pour « Traoré confronte Washington sur son rôle en Afrique ». Russia Today, sans surprise, célébrait « un jeune président africain, mais l'Africom à sa place ». Dans la salle de crise du département d'État à Washington, l'ambiance était électrique. La secrétaire d'État, visiblement contrariée, faisait les 100 pas devant un écran montrant en boucle l'intervention de Traoré. « Comment avons-nous pu laisser cette situation dégénérer ainsi ?» demanda-t-elle à ses conseillers. « Nous organisons un sommet censé renforcer nos liens avec l'Afrique, et nous nous retrouvons humiliés publiquement devant le monde entier. » « Madame, répondit l'un des analystes, nous avions sous-estimé la popularité de Traoré. Nos rapports indiquaient qu'il était isolé diplomatiquement, mais il semble qu'il ait touché une corde sensible auprès de nombreux pays africains. En effet, à Addis-Abeba, plusieurs chefs d'État africains, qui s'étaient jusqu'alors montrés prudents dans leur critique des États-Unis, venaient de féliciter discrètement Traoré. Le président du Ghana, traditionnellement allié des Américains, l'avait même pris à part pour lui dire « Tu as dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ». À midi, le porte-parole de la Maison-Blanche publia un communiqué laconique. Les États-Unis respectent la diversité des opinions exprimées lors du sommet et restent engagés dans un partenariat constructif avec les nations africaines. Nous regrettons certaines caractérisations inexactes de notre engagement dans la région. Cette tentative de minimiser l'incident ne fit qu'alimenter davantage le débat. Sur les plateaux de télévision du monde entier, experts et analystes s'affrontaient. C'est un tournant historique, affirmait un professeur de relations internationales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour la première fois, un leader africain a directement confronté les États-Unis sur leur politique militaire en Afrique, non pas dans un discours préparé pour sa population locale, mais face à face avec le représentant américain. Traoré a commis une erreur stratégique, rétorquait un ancien ambassadeur américain. Le Burkina Faso reste vulnérable face aux menaces terroristes et aura besoin de l'aide internationale. Ce type de confrontation publique ne sert pas les intérêts à long terme du pays. L'Union africaine, généralement prudente dans ses déclarations, surprit les observateurs avec un communiqué soutenant implicitement la position de Traoré. L'UA réaffirme le droit inaliénable des nations africaines à déterminer leur partenariat stratégique sans pression extérieure, dans l'intérêt de leur population et conformément aux principes de souveraineté nationale. Pendant ce temps, le général Langlais avait disparu de la circulation médiatique. Son équipe annulait une à une ses apparitions prévues, invoquant des ajustements d'agenda. Des sources internes rapportaient qu'il avait été rappelé d'urgence à Washington pour des consultations. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré fut accueilli en héros à son retour. Des milliers de personnes bordèrent le trajet de l'aéroport au palais présidentiel, agitant des drapeaux burkinabais et scandant son nom. Des banderoles proclamaient « Traoré, la voix de l'Afrique digne » et « Notre destin nous appartient ». Sur le perron du palais, Traoré s'adressa brièvement à la foule. « Ce que j'ai dit à Addis-Abeba n'était pas mes paroles, mais les vôtres. Ce n'était pas ma voix, mais celle de millions d'Africains qui aspirent à une véritable indépendance. Notre combat ne fait que commencer. » Cette déclaration, traduite en plusieurs langues et partagée instantanément, porta le nombre de vues de la confrontation originale à plus de 50 millions. La hashtag Prodia Africa se levanta devint le sujet le plus discuté sur Twitter, unissant dans un même élan des internautes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. En moins de 24 heures, ce qui aurait pu n'être qu'un incident diplomatique isolé, s'était transformé en un symbole global de résistance contre l'hégémonie occidentale. Et ce n'était que le début. Le soleil se levait à peine sur le Potomac lorsque des voitures aux vitres teintées convergèrent vers le département d'État. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale avait été convoquée pour évaluer les retombées des Dissondozé, ce qu'on appelait déjà l'incident Traoré. Dans la salle de situation, l'atmosphère était lourde. Des écrans montraient en temps réel l'évolution des hashtags liés à la confrontation et les manifestations de soutien à Traoré qui s'étendaient désormais à d'autres pays africains. Nous avons sous-estimé l'impact de cet échange, admit la directrice du renseignement national. Nos analyses suggèrent que Traoré a délibérément provoqué cette confrontation pour renforcer son image de défenseur de la souveraineté africaine. Le général Langlais, convoqué à Washington pendant la nuit, paraissait fatigué mais défensif. « Monsieur le Président », dit-il en s'adressant au chef de l'exécutif américain qui assistait à la réunion par vidéoconférence, « je maintiens que mes propos étaient factuels. L'Africom a contribué significativement à la stabilité régionale. » « Les faits ne sont pas le problème ici, général, » répondit sèchement le président.
c'est la perception qui compte. Et en ce moment, la perception est que nous avons été publiquement remis à notre place par le leader d'un petit pays africain, avec l'approbation tacite de nombreux autres. Sur Capitol Hill, les réactions partisanes ne tardèrent pas. Plusieurs sénateurs républicains exigeaient une réponse ferme. Ce comportement inacceptable mérite des sanctions immédiates, déclara le sénateur Mackenzie lors d'une conférence de presse improvisée. Nous ne pouvons pas permettre à des régimes issus de coups d'État de nous manquer de respect devant le monde entier. D'autres voix, plus modérées, appelaient à la réflexion. Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi le discours de Traoré résonne si fortement en Afrique, suggéra la sénatrice démocrate Elena Rodriguez. Ignorer cette nouvelle réalité africaine serait une erreur stratégique majeure. Dans les bureaux de la CIA à l'anglais, une équipe spéciale analysait minute par minute la situation au Burkina Faso et dans les pays voisins. Nous devons réviser notre approche pour la région, conseilla le directeur des opérations pour l'Afrique. Les méthodes traditionnelles d'influence semblent moins efficaces face à cette nouvelle génération de leaders. Le téléphone du chef du Pentagone ne cessait de sonner. Des entreprises américaines ayant des contrats de défense ou des intérêts miniers en Afrique s'inquiétaient des conséquences potentielles. Monsieur le secrétaire, insista le PDG d'un géant minier, nous avons des investissements considérables dans la région. Si d'autres pays suivent l'exemple du Burkina Faso, nos actifs pourraient être menacés. Pendant ce temps, les médias américains s'emparèrent de l'affaire. Les chaînes d'information en continu diffusaient en boucle des analyses et des débats. L'Amérique a-t-elle perdu son influence en Afrique ? Interrogeait un présentateur de Fox News, tandis que son invité, un ancien diplomate, répondait « Ce n'est pas tant une perte d'influence qu'une transformation du paysage géopolitique africain. D'autres acteurs comme la Chine et la Russie offrent des alternatives sans les conditionnalités que nous imposons. » Lors d'un point presse à la Maison-Blanche, un journaliste posa la question qui allait marquer les esprits. Est-ce que Washington tremble face à cette nouvelle Afrique qui s'affirme ? Le porte-parole, visiblement mal à l'aise, tenta de désamorcer. Les États-Unis ne tremblent pas. Nous adaptons constamment notre approche diplomatique aux réalités changeantes du monde. Notre engagement envers l'Afrique reste fort et... Mais la phrase était déjà reprise dans les médias du monde entier. Washington tremble. La question, transformée en affirmation, devenait le nouveau slogan des partisans de Traoré. À l'ambassade américaine à Ouagadougou, le personnel était confiné dans l'enceinte diplomatique par mesure de précaution. Aucun incident n'avait été signalé, mais les manifestations de soutien à Traoré se multipliaient dans la capitale burkinabé. La situation reste calme, mais nous maintenons un niveau élevé de vigilance, rapporta l'ambassadeur lors d'une communication sécurisée avec Washington. Le narratif local présente Traoré comme un héros national ayant tenu tête à l'impérialisme américain. Toute action punitive de notre part ne ferait que renforcer cette perception. À la Maison-Blanche, le président réunit ses plus proches conseillers pour élaborer une stratégie. Nous ne pouvons pas laisser cet incident définir notre politique africaine, affirma-t-il. Nous devons reprendre l'initiative du récit. Après des heures de délibération, une décision fut prise. Le président américain annoncerait une nouvelle initiative de partenariat avec l'Afrique, mettant l'accent sur le respect mutuel et la coopération égalitaire. En coulisses, des instructions furent données pour revoir les opérations de l'Africom et réduire sa visibilité médiatique. Quant à Ibrahim Traoré, il gardait un silence stratégique depuis son retour au Burkina Faso, laissant ses paroles d'Addis Abeba résonner sans dilution. Ce silence était peut-être sa réponse la plus éloquente à l'agitation qu'il avait provoquée à Washington. 3 semaines après l'incident d'Addis Abeba, comme l'appelaient désormais les diplomates, Ibrahim Traoré convoqua une conférence de presse internationale dans les jardins du palais présidentiel à Ouagadougou. L'événement, annoncé seulement 24 heures à l'avance, attira des journalistes du monde entier, curieux d'entendre la première déclaration substantielle du président burkinabé depuis sa confrontation avec le général Langlais. Le cadre choisi était symbolique. Loin des salles de conférences climatisées et des hôtels de luxe, Traoré avait fait installer une simple estrade devant un immense baobab, arbre emblématique considéré comme un symbole de sagesse et d'enracinement dans la culture locale. Derrière lui, un grand drapeau du Burkina Faso flottait doucement dans la brise matinale. « Je vous remercie d'être venus si nombreux », commença-t-il en français, avant de poursuivre en mouré, la langue nationale, pour quelques phrases, traduites ensuite par un interprète. Ce choix linguistique n'était pas anodin,
C'était une affirmation d'identité culturelle face au monde. Ce que j'ai dit à Addis Abeba n'était pas une provocation calculée, mais l'expression d'une vérité que nos peuples ressentent depuis longtemps, poursuivit-il. L'Afrique ne sera plus un pion sur l'échiquier des grandes puissances. Nos ressources, nos terres, notre avenir nous appartiennent. Les caméras captaient chaque mot, chaque expression, transmettant en direct ces paroles aux quatre coins du globe. À Washington, des analystes scrutaient son discours pour y déceler des signes d'apaisement ou, au contraire, d'escalade. Notre position n'est pas anti-américaine, ni pro-russe, ni pro-chinoise, précisa-t-il. Elle est simplement pro-africaine. Nous sommes ouverts à la coopération avec tous les partenaires qui respectent notre souveraineté et comprennent que le temps de la tutelle est révolu. Sur les réseaux sociaux, des extraits de son discours étaient partagés en temps réel par des jeunes à travers tout le continent africain. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants avaient organisé une projection publique. À Douala, des artistes peignaient déjà des fresques reprenant les phrases les plus marquantes de Traoré. Cette génération, déclara un professeur de sciences politiques à l'université de Nairobi, a trouvé en Traoré un porte-parole qui articule leurs aspirations d'une Afrique affirmée sur la scène mondiale. À Washington, les retombées continuèrent de se faire sentir. Le général Langley, après plusieurs semaines de silence médiatique, annonça discrètement sa retraite anticipée. Son départ, officiellement présenté comme une décision personnelle, était largement perçu comme la conséquence directe de sa confrontation avec Traoré. Le président américain, dans une manœuvre habile pour reprendre l'initiative, annonça une révision complète de la stratégie américaine en Afrique. « Nous avons écouté nos partenaires africains », déclara-t-il lors d'un discours à l'ONU. « Notre approche future sera fondée sur un respect mutuel et une reconnaissance des priorités définies par les Africains eux-mêmes. » Cette nouvelle orientation se matérialisa par une réduction visible de la présence militaire américaine dans certains pays africains et une augmentation des investissements dans des projets d'infrastructure et d'éducation. Entre-temps, l'influence de Traoré s'étendait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'autres leaders africains, enhardis par son exemple, commençaient à adopter une rhétorique plus affirmée dans leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et les États-Unis. Au Mali voisin, le gouvernement annonça la révision de tous les accords militaires avec les partenaires étrangers. Au Tchad, traditionnellement aligné sur les positions françaises, des voix s'élevaient pour demander une diversification des alliances. 6 mois après la confrontation, Traoré fut invité à prononcer un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Debout à la tribune, face aux représentants du monde entier, il exposa sa vision d'une nouvelle relation internationale basée sur l'équité. Le modèle que nous rejetons n'est pas celui de la coopération, mais celui de la domination, affirma-t-il. L'Afrique n'est plus le continent des problèmes, mais celui des solutions. Nous ne demandons pas la charité, mais la justice. Nous n'exigeons pas de privilèges, mais l'égalité. Son discours reçut une ovation debout de nombreuses délégations, notamment celle du Sud global. Le représentant américain, dans un geste symbolique fort, se leva également pour applaudir, signalant une volonté de tourner la page de la confrontation. Dans les universités et les think tanks du monde entier, l'épisode était désormais étudié comme un cas d'école de diplomatie publique et de changement des paradigmes géopolitiques. L'effet Traoré, comme on l'appelait, illustrait comment un moment de tension diplomatique pouvait catalyser des transformations profondes dans l'ordre international. Au Burkina Faso, l'incident avait renforcé considérablement la position de Traoré. Sa popularité atteignait des sommets inédits, avec un taux d'approbation dépassant les 80% selon les sondages indépendants. Ce capital politique lui permit d'accélérer des réformes intérieures ambitieuses, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. 1 an jour pour jour après la confrontation, lors d'une cérémonie commémorative à Ouagadougou, Traoré révéla que durant les heures qui avaient suivi l'incident, il avait reçu des pressions considérables pour s'excuser ou atténuer ses propos. « J'ai choisi de rester fidèle à mes convictions », confia-t-il. Car l'histoire nous enseigne que la dignité n'est jamais négociable, et que le respect ne s'obtient qu'en l'exigeant. L'événement, baptisé officieusement « le jour où Washington a tremblé », était désormais célébré comme un symbole de fierté nationale. Dans les écoles du Burkina Faso, les enfants apprenaient les paroles prononcées par leur président à Addis Abeba. En conclusion de la cérémonie, Traoré prononça les mots qui résumaient parfaitement le legs de cette confrontation historique. « Notre destin nous appartient, notre voix compte, notre avenir se dessine par nos propres mains.
C'est le message que j'ai voulu transmettre ce jour-là, et c'est l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Celui d'une Afrique debout, fière et maîtresse de son destin. Ces paroles, gravées sur une plaque commémorative dévoilée, ce jour-là, allaient inspirer bien d'autres leaders à travers le continent et au-delà, démontrant qu'un seul moment de courage peut parfois changer le cours de l'histoire.